assez particulier parce que c'est par les femmes, moi, que j'ai abordé mon militantisme sur la question israélo-palestinienne. Donc par deux groupes de femmes d'abord à l'origine, que sont donc le groupe de femmes israéliennes Women Wage Peace et le groupe de femmes palestiniennes Women of the Sun. Et dans leur militantisme à elles, la question, la centralité de l'engagement des femmes pour la paix se traduit beaucoup par la question de la maternité. Ça paraît comme ça très basique de dire ça. Et pourtant, la question des mères, la question des enfants, la question de l'amour qu'on porte à ses enfants et de la volonté de préserver la vie de ses enfants est une question qui est au cœur des deux déshumanisations qui existent côté palestinien et israélien. Côté israélien, on entend très souvent cette petite musique qui consiste à dire que les Palestiniens utilisent leurs enfants comme des boucliers humains, qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils sont contents de pleurer les martyrs, que les mères envoient leurs enfants en martyrs, etc. Donc il y a cette idée finalement... je ne sais pas s'il y a une idée plus déshumanisante que d'imaginer qu'une mère peut ne pas souhaiter protéger son enfant ou peut même être satisfaite de sa mort. Et j'ai été étonnée puisqu'en discutant avec des femmes palestiniennes, j'ai réalisé qu'il y avait exactement le même narratif en miroir chez les Palestiniens. Les Palestiniens disaient qu'est-ce que c'est que ce peuple qui envoie ses enfants au sortir de l'adolescence faire la guerre à l'armée, qui les envoie comme de la chair à canon. Et donc, voilà, cette ôter aux mères, qui est quand même la figure universelle de protection, cette possibilité d'empathie et de vouloir protéger ses enfants, c'est peut-être au cœur de cette déshumanisation. Donc, chez les femmes israéliennes et palestiniennes de Women Wage Peace et Women of the Sun, c'est très central, mais chez les militantes féministes pacifistes, c'est pas forcément la question de la maternité qui est au cœur. Et d'ailleurs, il y a des grandes militantes palestiniennes et israéliennes qui ne sont pas mères, qui ne souhaitent pas l'être et qui pour autant revendiquent comment, en tant que femmes, elles ont une approche différente sur la nécessité de mettre fin à la guerre. Il y a deux notions qui reviennent très souvent et que je trouve intéressantes et qui me parlent parce que je trouve ça toujours assez hasardeux d'essentialiser les femmes ou de placer du côté de la féminité l'empathie, la capacité à être pacifiste, à comprendre l'autre, à être douce. Je trouve que ça, je n'y crois absolument pas. En revanche, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui nous intéresse et qui est un peu un fil rouge dans notre engagement. C'est la question d'un rapport très profond de responsabilité sur la vie qu'ont les femmes. Qu'elles soient mères ou non, il y a comme cet instinct de femmes qui sont celles qui apportent la vie au monde et qui ont peut-être un rapport plus fort à cette nécessité absolue de préserver la vie, de préserver le monde. Il y a une forme de pragmatisme chez les femmes, c'est-à-dire une capacité parfois à s'extraire des dogmes, des idéologies, de choses un peu abstraites et parfois décorrélées de nos quotidiens concrets pour se dire, en fait, comment on va survivre demain. Quels sont là les enjeux pour que demain nos enfants puissent survivre, pour leur offrir un avenir qui soit un avenir de dignité, de justice, d'indépendance, de liberté. Et ce pragmatisme, pour moi, c'est aussi le pragmatisme des militants pacifistes. C'est-à-dire de celles et ceux qui comprennent que l'avenir du monde, c'est pas quelque chose qu'on joue comme ça avec des grandes phrases sur les réseaux sociaux, etc. Et que quand on a à cœur la survie des nôtres, la survie de l'autre, on ne peut que se poser la question de comment chercher des solutions concrètes, politiques, comment on essaye de réparer plutôt que de détruire, comment on agit plutôt qu'on parle aussi. Voilà, donc toutes ces choses-là, en tout cas, c'est des choses que j'ai beaucoup expérimentées au contact de militantes féministes et pacifistes, et je crois que c'est les leçons qu'elles m'ont transmises. D'ailleurs, je voudrais parler d'une militante extraordinaire palestinienne qui m'inspire beaucoup et dont je suis assez proche, qui s'appelle Ouda Abou Arkoub, qui a fait partie d'ailleurs des piliers de Women Wage Peace et Women of the Sun. Et elle expliquait à quel point, pour elle, en tant que femme palestinienne engagée pour la libération de son peuple, engagée contre l'occupation, entravée de manière très concrète dans son quotidien par l'occupation, la colonisation illégale de la Cisjordanie, etc. Elle me disait à quel point elle subissait une forme de double peine entre l'oppression qu'elle subissait de la part de l'armée israélienne qui entravait son quotidien, etc. Et la manière dont, en tant que femme qui a une voix qui porte, qui a envie de s'engager, depuis notamment la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, les femmes se sont retrouvées reléguées
leur voix a été invisibilisée et dans la lutte pour la libération de la Palestine, elles se sont retrouvées assez invisibilisées. Donc c'est évidemment une double peine qui, je crois, est vraie pour les femmes palestiniennes, peut être vraie aussi pour les femmes israéliennes et est vraie pour toutes les femmes qui s'engagent dans le monde entier. Je pense qu'on fait face toujours à la fois, enfin, c'est pas de la même manière quand on n'est pas dans un pays en guerre, mais en tout cas, dans nos combats quotidiens, quels qu'ils soient, que ce soit pour la justice sociale, que ce soit pour les droits, que ce soit contre les violences sexuelles et sexistes, que ce soit, on est toujours entre le combat qu'on doit mener auprès des nôtres, dans l'intime de nos vies, les combats quotidiens qu'on a en tant que femmes et nos combats plus publics et les engagements qu'on a sur la scène politique. Sur la question beaucoup plus concrète de la manière dont quand les femmes s'emparent des questions liées à la résolution des conflits et à la promotion de la paix, ça marche beaucoup mieux et c'est prouvé d'ailleurs par une résolution, la résolution 1325 de l'ONU, qui place les femmes au cœur des discussions liées à la paix et qui rappelle, cette résolution rappelle qu'à chaque fois que des femmes sont impliquées de manière concrète dans des processus de paix, à chaque fois qu'elles jouent un rôle, à chaque fois qu'elles sont autour des tables de négociation, non seulement les différentes parties arrivent plus rapidement à trouver des accords, mais qu'en plus de cela, les accords qui sont adoptés sont beaucoup plus stables et beaucoup plus durables dans le temps. Je trouve ça très intéressant. Ça veut dire que voilà, on a besoin des femmes. Il est temps maintenant qu'elles prennent toute leur place, qu'on leur fasse toute la place qu'elles méritent et qu'on arrête de considérer la question des femmes comme une question périphérique quand on parle de conflits armés, de guerres, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à voir ces images de mères qui pleurent leurs enfants, qui pleurent leurs maris, et puis des hommes qui font la guerre, qui prennent des décisions politiques, qui sont finalement au front, et elles qui sont là dans les larmes, la douleur, etc. Or, elles jouent un rôle essentiel, les femmes. C'est comme, si vous voulez, les piliers des communautés en temps de guerre. C'est elles qui sont là, c'est elles qui tiennent, c'est elles qui continuent à tisser du lien social, c'est elles qui continuent d'être présentes dans leur famille, etc. Et par ailleurs, elles s'engagent politiquement. Et quand elles s'engagent politiquement, elles sont d'une puissance et d'une force considérable. Cette question, elle est éminemment universelle. Universelle au sens noble du terme. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la reconnaissance de la spécificité de chaque histoire, de chaque guerre, de chaque conflit, de chaque identité, de chaque zone géographique, etc. Mais par exemple, je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve très belle. Quand les femmes de Women Wage Peace se sont créées, elles se sont beaucoup inspirées d'un mouvement de femmes libériennes, à la tête duquel se trouve une femme qui s'appelle Lima Gbowie, qui a été prix Nobel de la paix et qui a joué un rôle décisif dans la fin de la guerre civile au Libéria. Quand elles ont commencé à créer Women Wage Peace, elles montraient un documentaire sur les femmes du Libéria pour s'en inspirer, pour raconter leur engagement. Quand elles ont organisé leur première marche dans le désert près du Negev, les femmes libériennes sont venues marcher à leur côté. Nous, c'est vrai aussi qu'avec les guerres de la paix, on s'inscrit dans cette filiation, dans cette chaîne de solidarité internationale de femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était le 4 octobre 2023, 3 jours avant le 7 octobre, à Jérusalem, aux côtés de femmes israéliennes et palestiniennes lors de la Marche des mères, avec des femmes iraniennes, ukrainiennes, ouïghours, sénégalaises, marocaines, pour marcher à leur côté. Donc il y a évidemment une résonance dans nos histoires, dans nos combats en tant que femmes, ce qui rend plus difficile l'engagement pacifiste, mais pas que, le militantisme pour les femmes d'une manière générale. C'est évidemment des causes qui sont très différentes et qui ont plusieurs sources. Il y a évidemment le patriarcat, la manière dont elles sont reléguées à une place qui soit les silencie, soit les méprise. Il y a aussi beaucoup cette question. Alors dans le militantisme pacifiste, il y a un double mépris. Il y a le mépris d'être une femme et le mépris d'être un militant pour la paix. Donc dans les deux cas, on n'est pas sérieux, on est un bisounours, on est déconnecté, on est dans l'émotion, l'empathie, mais on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans le politique. Enfin, c'est très drôle parce que ça se fait vraiment écho et c'est des choses qu'on reproche aux pacifistes autant qu'aux femmes et qui sont absolument fausses puisque c'est précisément l'inverse qui rend à la fois les pacifistes et les femmes, je crois, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus puissants pour aborder ces questions. Donc, ces obstacles, ils sont évidemment multiples. C'est toutes les oppressions que subissent les femmes, toute la manière dont elles sont reléguées, dont leur parole est silenciée, étouffée. Je me rends compte en étant très émancipée de tous ces carcans dans lesquels on cherche à enfermer les femmes, moi-même, je continue d'avoir des réflexes que je crois les hommes n'ont pas.
de ne pas toujours me sentir légitime, de ne pas toujours me sentir à ma place, de douter en permanence. Bon, ça, j'aimerais bien le garder, parce que je pense qu'on a besoin de doute, particulièrement aujourd'hui, et que c'est précieux. Mais en tout cas, je sais que cette fragilité, ce sentiment de toujours se poser la question de sa légitimité, de toujours se demander si on est à la bonne place, si on a le droit, de toujours avoir peur aussi que les projecteurs soient sur nous, d'être trop dans la lumière. Enfin, je crois que ça fait partie aussi des choses que quand on est militante et quand on s'engage de manière publique, souvent les femmes, on est nombreuses à ressentir ça. Et il faut aussi qu'on réussisse à s'émanciper à la fois de ce qui nous opprime de l'extérieur, mais de aussi ce qu'on a intégré à l'intérieur de nous et qui continue de nous enfermer. Je pense qu'il y a vraiment un dénominateur commun chez toutes ces militantes, le combat pour la vie. Et là, je parle particulièrement d'Israël-Palestine, c'est-à-dire que très souvent, très souvent, tout le temps même, on nous propose une opposition et une polarisation qui nous ferait croire qu'il y aurait d'un côté les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Or, on se rend compte de manière criante, notamment sur le terrain avec les Israéliens et les Palestiniens, que s'il existe bien deux camps très clairs aujourd'hui, c'est d'un côté ceux qui sont de très bons alliés objectifs pour pousser la région et plus largement le monde à la destruction, au chaos, à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, etc. Et il y a de l'autre côté des gens qui sont animés d'un sentiment de responsabilité sur la vie, qui veulent réparer, qui veulent trouver des solutions, qui veulent construire l'avenir. Et c'est vraiment ces deux camps-là aujourd'hui qu'on a face à nous. C'est-à-dire que c'est très clair, que ce soit là-bas, pour ceux qui sont au pouvoir, typiquement le Hamas et Benjamin Netanyahou sont des alliés objectifs extraordinaires. Ils se renforcent mutuellement, ils se nourrissent mutuellement, ils se légitiment mutuellement. Et puis, il y a un camp commun de ceux qui, parfois même chez les familles endeuillées, moi je suis toujours bouleversée de voir à quel point dans le camp de la paix israélo-palestinien, on trouve énormément de familles endeuillées, énormément d'Israéliens et de Palestiniens qui ont perdu des proches, un frère, une sœur, un parent, un enfant, et qui, du cœur même de la douleur la plus profonde, trouve la force de proposer autre chose, d'essayer de construire autre chose. Et je crois que c'est pas un hasard d'ailleurs, si ceux qui connaissent le plus durement le prix de la guerre et ce que coûte la guerre de manière très concrète sont ceux qui aujourd'hui sont en première ligne pour promouvoir la paix. De la même manière que dans les mobilisations qu'on voit en Israël depuis des mois, ce sont les familles d'otages qui sont en première ligne. Et donc je crois que le fait que les concernés, mais au sein des concernés, les plus concernés des concernés, ceux qui ont vraiment payé de leur chair le prix de cette guerre, soient ceux qui nous disent « il est temps que ça s'arrête, on n'en peut plus », c'est d'abord une grande leçon, à la fois de dignité, d'humanité, mais aussi de modestie. Quand partout dans le monde, tout le monde, en pensant parler à leur place, se déchire, instrumentalisent parfois leur douleur pour alimenter la haine ou pour alimenter leur propre agenda politique. Quand on se rend compte de la dignité de ces familles et de ces gens qui sont là-bas, on se prend une assez grande claque d'humanité. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons de désespérer. Je ne vais pas vous parler ici comme une illuminée décorrélée de la réalité. Moi-même, je suis humaine comme vous tous. Il y a des jours, je suis submergée par le chagrin, par la colère, par un sentiment de solitude, par l'impression d'être plongée dans une nuit qui ne se finit jamais. De ne pas en voir le bout. Je suis un peu émue d'ailleurs en parlant. Donc cette douleur, je la partage, je la ressens. Et je sais à quel point elle est présente en chacun de nous, en tout cas en toute personne qui est sincèrement meurtrie et qui a à cœur l'avenir de cette région, l'avenir de ses peuples, etc. En revanche, en effet, quand dans les grands moments de désespoir, dans les moments où parfois la vague paraît tellement énorme, à la fois de ce qui se passe là-bas, qui n'arrête pas de s'enliser dans l'horreur, dans le chaos, dans l'absurde, dans la folie, et en même temps dans les échos qu'on a partout autour de nous, dans nos sociétés, dans nos cercles militants, dans la haine qui s'empare de tous nos espaces de vie, que ce soit avec nos potes, que ce soit avec nos amis, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos cercles militants ou dans nos boulots. En effet, moi, cette force et cet espoir, je l'attire de ceux qui sont là-bas.
Et le dernier voyage que j'ai fait en Israël et en Cisjordanie, c'était en juin dernier. On avait amené une délégation de députés français sur le terrain pour les faire justement rencontrer des militants pacifistes, mais aussi pour se confronter à la réalité de ce qui se passe là-bas sur le terrain. Et il y a un soir où on était avec Fatim, une amie qui est membre des Guerrières de la Paix, et on dormait dans la même chambre. Et ce voyage était très douloureux parce que voilà, on se reprenait. Enfin, moi, j'y suis allée plusieurs fois depuis le 7 octobre, notamment pour mon film, mais là, c'était tellement lourd, tellement pesant, tellement que c'était assez désespérant. Et puis, il y a un soir où on s'est mis à pleurer toutes les deux. Et on s'est pris dans les bras et on n'arrêtait pas de pleurer. Et puis à la fin, on s'est dit, en fait, même si à la fin, ils sont 10 et qu'ils tiennent debout et qu'ils lâchent rien et qu'il y a tout autour tout le monde autour d'eux qui s'est écroulé, mais qui continue de se battre et qui continue de rien lâcher, bah, pour eux, on n'aura pas le droit de désespérer. Et ça nous a beaucoup fait pleurer et on s'est dit bah oui, on lâchera rien. Et ils sont pas 10 évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux. Et en effet, ils sont pas suffisamment relayés aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment d'écho, mais ils sont là, ils se battent, ils tiennent. Et tant qu'ils tiennent, on n'a pas le droit de les abandonner. Et même si aujourd'hui leur voix est minoritaire, je ne pense pas que leurs aspirations sont minoritaires. Je pense que leur voix politique est minoritaire parce que quand on a tourné le film, on est tombé sur plein de gens qui ne voulaient même pas entendre parler de paix, qui avaient des réactions très épidermiques quand on s'approchait d'eux en expliquant la démarche de notre film, qui nous disaient « mais comment vous pouvez nous parler de paix ?» Que ce soit côté israélien ou palestinien, c'était inaudible, c'était presque une trahison, une absurdité, enfin bref. Et en fait, on s'est rendu compte très souvent que les gens qui pouvaient avoir les discours les plus radicaux, dès lors qu'on décortiquait et qu'on leur demandait concrètement ce qu'ils voulaient dans leur vie, en fait, et comment ils voyaient l'avenir, et que donc on explicitait de manière très concrète ce que voulait dire la paix, ce que ça impliquait, à la fois comme justice, comme dignité, comme liberté, comme indépendance pour les peuples. Donc dès qu'on décortiquait, on se rendait bien compte que l'écrasante majorité des gens veulent vivre, veulent offrir un avenir digne à leurs enfants, veulent pouvoir vivre en sécurité, n'en peuvent plus de la douleur, de la destruction, des deuils, de la peur sans fin. Et donc, oui, politiquement, ça ne se traduit pas aujourd'hui par un mouvement qui est suffisamment fort pour renverser la tendance, mais il est quand même de plus en plus fort, et ça c'est important de le rappeler. Mais les aspirations des gens, de la grande majorité des gens, c'est de vouloir la vie, en fait. Enfin, je vous dis des choses qui peuvent paraître extrêmement banales, mais qu'on oublie tellement elles sont noyées aujourd'hui dans des discours qui se veulent extrêmement politiques, radicaux, etc., et qui oublient complètement l'humain au milieu de tout ça. Les individus qui sont pris dans cette histoire. Les gens qui, en fait, à un moment donné, oui, on peut être dans des discours maximalistes quand on est à l'extérieur et quand on commente les choses sur les réseaux sociaux. C'est facile de souffler sur les braises, c'est facile de crier plus fort, on peut tous le faire. Quand on est là-bas, quand on sait que l'avenir de la région, bah, c'est concrètement l'avenir de ces gosses, c'est concrètement comment on va vivre demain, on n'est pas dans cette logique maximaliste de soit le grand Israël, machin, soit de la mer au Jourdain, la Palestine. En fait, on est un peu plus pragmatique, à part quand on est un grand fasciste et qu'on pense qu'il faut éradiquer l'autre. Il y en a, malheureusement. Mais tous les autres, je veux dire, c'est quand même des gens qui aspirent à vivre normalement. Et le jour où on aura réussi à faire émerger une vraie voie politique dans laquelle tous ces gens peuvent se reconnaître, et qui soit une voie juste, qui reconnaisse les souffrances de chacun et qui propose un avenir de paix juste et durable, je crois qu'on arrivera à s'en sortir, et on se bat pour ça. Il y a plein de gens qui se battent pour ça et on va rien lâcher.